Nous sommes jeudi 16 janvier 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le Parlement européen vient de voter une résolution appelant les autorités burundaises à abandonner les charges retenues contre les journalistes du groupe de presse Iwachu, emprisonnés depuis bientôt 3 mois. La réparation pour les victimes de différentes crises est déjà en cours, selon la Commission Vérité et Réconciliation. Non, rétorque le représentant du collectif des avocats des victimes. Pour lui, les victimes attendent plutôt l'identification des auteurs de ces crimes. C'est la satisfaction pour les 30 réfugiés burundais qui ont obtenu leur diplôme universitaire ce jeudi avec l'appui de la Maison Shalom. Les détails dans un instant. Le Parlement européen appelle à la libération immédiate et inconditionnelle des journalistes du groupe de presse Iwachu. Dans une résolution adoptée ce jeudi, le Parlement européen condamne fermement la restriction actuelle de la liberté d'expression et invite les autorités burundaises à abandonner les charges retenues contre les journalistes d'Iwachu et toutes les autres personnalités arrêtées pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. Le Parlement européen se dit aussi préoccupé par la détérioration des droits de l'homme au Burundi à moins de 4 mois des élections. Une liste élargie de noms de personnalités responsables de ces violations des droits de l'homme doit être mise à jour pour être ajoutée à la liste des dirigeants burundais faisant déjà l'objet de sanctions de l'Union européenne. Poursuivons ce journal sur la page justice. Aujourd'hui, nos confrères du groupe de presse Iwachu totalisent 87 jours d'incarcération. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana ont été arrêtés le 22 octobre de l'année passée à Bubanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Le ministère public a requis une peine d'emprisonnement de 15 ans contre ces journalistes. Il les accusait de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré. Le sort de nos confrères sera connu avant la fin de ce mois de janvier. 30 réfugiés burundais ont reçu leur diplôme universitaire ce jeudi. Ces étudiants ont pu continuer les études grâce au soutien de la Maison Shalom. Pour eux, le fait qu'ils aient pu continuer leur cursus universitaire est une grande réussite. Reportage avec Denis Ndaïkengurukiye. Ces Holéas qui ont reçu leurs diplômes universitaires sont au nombre de 30, dont 25 garçons et 5 filles. Ils ont suivi leurs cours dans les facultés de droit, nouvelles technologies de l'information, de la communication, ICT et la comptabilité. Hatungimana Seleus, un de ces Holéas, dit qu'il éprouve un sentiment de satisfaction du moment où il termine les études universitaires en tant que réfugié. Je suis très content de décrocher un diplôme de licence. Vous aussi, vous pouvez comprendre parce que étant un réfugié et décrocher un diplôme de licence, c'est pas possible, vous comprenez quand même. Grâce à l'organisation internationale Maison Shalom, j'ai pu recevoir cette chance d'avoir une bourse qui m'a acheminé vers le décrochage de ce diplôme de licence. Hatungimana Seleus remercie également la Maison Shalom qui les a beaucoup soutenus. Je remercie fermement à la Maison Shalom qui a pu nous accorder la chance d'étudier à l'université parce que depuis qu'on prenait refuge, on avait perdu de l'espérance qu'on ne pourrait jamais bénéficier de l'école qu'on a laissée au Burundi. Mais grâce à la Maison Shalom, maintenant nous sommes fiers. Nous remercions Maison Shalom qui a pu nous rassembler et nous donner la bourse pour terminer notre étude universitaire. Julien Nizigimana, qui suit les étudiants des différentes universités, félicite ces Holéas qui ont eu de bonnes notes. Nous sommes ici pour la remise des diplômes des étudiants appuyés par la Maison Shalom et de l'université UNILAC. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers et très heureux que nos lauréats, nos étudiants
viennent d'obtenir un diplôme universitaire. Nous sommes vraiment très satisfaits de leurs résultats et c'est le moment aussi de les féliciter, de les encourager. Et il y a 2 étudiants qui ont une note de plus de 80%. Il y a une quinzaine d'étudiants qui ont une note de 70 et plus. Donc c'est vraiment une très bonne note et vraiment félicitations pour nos étudiants. Pour ces 4 ans, au moins 134 étudiants ont déjà reçu leurs diplômes universitaires grâce à la Maison Shalom. À côté de cela, la Maison Shalom continue à soutenir les lauréats de l'université à les octroyer de microcrédits pour qu'ils puissent continuer à survivre. La sécurité pour tous et le travail de développement font partie de doléances que les victimes de différentes crises ont déjà adressées à la Commission Vérité et Réconciliation sévère en guise de réparation. Pierre Claver Ndayichariye, président de cette commission, l'a dit ce mardi lors d'une séance de questions orales des membres de 2 chambres du Parlement. Mais selon un juriste, la première réparation que le peuple burundais attend est la justice. Maître Cyriaque Nibitegeka estime que la CVR a dévié de sa mission car le peuple burundais attendait de cette commission l'identification des auteurs des crimes commis au Burundi et un tribunal pénal spécial pour les juger. Reportage avec Bertille Sabimana. Devant les 2 chambres du Parlement, le président de la CVR, Pierre Claver Ndayichariye, a dit que la réparation est en cours pour les victimes des différentes crises qui ont secoué le Burundi. En guise d'exemple, des travaux de développement en cours dans le pays, entre autres les routes, les hôpitaux et écoles. Le président de la CVR a expliqué aux élus du peuple que ce sont les victimes qui ont révélé à la Commission Vérité et Réconciliation que la sécurité et les travaux de développement constituent leur première réparation. Les réparations sont en cours. Je vais vous dire la première réparation que la population de Marangara nous a dit qu'elle souhaite. La première réparation qu'elle souhaite, c'est la paix et la sécurité pour qu'elle ne retourne plus en exil ou vive en cachette dans les forêts. La deuxième réparation que la population souhaite, je l'ai évoquée à l'Assemblée nationale, c'est la construction des écoles, des routes et des hôpitaux. Pour que celui qui faisait un trajet de 30 km pour aller à l'école ne fasse plus d'1 kilomètre. La plupart ne peuvent pas reconnaître cette forme de réparation. La réparation du pays, c'est à travers ces travaux de développement. Tous ces travaux qui montrent à tous ceux qui étaient discriminés que pour le moment ce n'est plus comme avant. La construction des hôpitaux pour tous dans le pays, des écoles, des routes, c'est aussi une autre forme de réparation. Mais la réparation que nous demande surtout la population, c'est la paix et la sécurité pour tous, et aussi la justice. Selon Maître Cyriaque Nibitegeka, le secrétaire exécutif du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, Kavib, les arguments de la CVR ne sont pas fondés car la sécurité et le développement est un droit et non une réparation pour tout citoyen qu'il soit victime ou pas. Selon ce juriste, la CVR devrait se référer à l'accord d'Arusha, qui avait donné à cette commission la mission d'enquêter et d'identifier les auteurs des crimes commis au Burundi pour les traduire en justice. Les travaux de développement c'est la responsabilité de l'État burundais. Indépendamment que les bénéficiaires soient des victimes de crimes du passé, c'est la responsabilité de l'État burundais envers tous les citoyens. Parce qu'en fait, là, il s'agit du droit au développement, qui est un droit de l'homme, qui est reconnu par plusieurs instruments juridiques au niveau national et au niveau international. Il ne s'agit nullement de réparation, parce que, en ce qui concerne le travail de la CVR, il s'agissait plutôt d'abord d'identifier les victimes. Un travail d'enquête, identification des victimes et identification des auteurs. Et on voit en fait que ce travail-là n'est pas en train d'être fait, probablement parce qu'il y a un problème de volonté politique. Une volonté politique en fait qu'on ne peut pas espérer de la part d'un gouvernement qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité. Mais si ce travail était fait, il suivrait un travail de justice. Un travail de justice, parce que vous savez que l'accord d'Arusha prévoit une juridiction spéciale, une juridiction pénale spéciale pour effectivement juger les auteurs des crimes dits passés au Burundi.
les crimes qui ont été commis entre 1962 et 2000. Voilà, donc on attendrait de la sévère de pondre un rapport qui identifie les crimes, qui identifie les victimes et qui identifie aussi, qui pointe du doigt les auteurs. Et on s'attendrait effectivement à un gouvernement qui décidait de mettre en place un tribunal spécial pour juger ces auteurs-là. Mais malheureusement, on est loin du compte parce qu'on sait que il y a beaucoup de crimes qui ont été commis entre 2005 et aujourd'hui, des crimes dont le gouvernement actuel est comptable. Donc on ne peut pas vraiment s'attendre à un travail de recherche et de vérité et de cheminement vers la réconciliation au Burundi. L'accord d'Opeda-Arusha de 2000 avait prévu la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. La commission devrait aussi être composée par des hommes crédibles qui sont au-dessus des clivages politico-ethniques, avec pour mandat de vérifier si ces crimes ne constituent pas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide. L'accord d'Arusha prévoit que si la sévère trouve que de tels crimes ont été commis au Burundi, un tribunal pénal spécial international pour le Burundi devrait être mis en place pour juger les auteurs. Mais la sévère, dirigée par Ndayicariye, n'a pas ce volet justice. 10 officiers ont été élevés au grade de général par Pierre Nkurunziza à la fin de l'année de 2019. Une enquête menée par le Forum pour la conscience et le développement Focodé dans sa campagne Nondeza montre que parmi ces 10 officiers, 4 sont accusés de crimes graves depuis la contestation de 2015 contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Pacifique Nina Hazwe, le président du Focodé, explique que ces grades accordés à ces officiers sont une forme de remerciement pour les crimes qu'ils ont commis. Pour lui, ces officiers devraient plutôt être jugés. Et parmi les 10 officiers promis sont des acteurs clés de la répression en cours au Burundi depuis 2015. Certains sont très connus comme Alain Guillaume Bunyoni et Godefroid Bizimana, qui sont d'ailleurs sous sanctions internationales, notamment des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Mais il y a deux autres qui passent pour de parfaits inconnus. C'est notamment le cas d'Alexandre Muyenge, qui est le commandant de l'unité de l'appui à la protection des institutions API qui a été cité dans des crimes extrêmement graves depuis 2015. Là, je rappelle que l'API a été cité dans l'assassinat du président du parti IPD Zigamibanga Zed Ferouzi en mai 2015, mais aussi dans la disparition forcée de l'honorable Oscar Nhassano en avril 2017. L'API comprend 2 policiers qui sont cités dans de nombreux cas d'enlèvement et de disparition forcée de citoyens du Burundi. Il s'agit ici du brigadier Jonas Ndalilinde, du caporal Claude Nijimbere, alias Matui, qui sont des éléments du renseignement du palais présidentiel et qui sont aussi dans la garde rapprochée de Pierre Nkurunziza. L'API a été cité dans de nombreux autres crimes extrêmement graves. L'élévation d'Alexandre Muyenge au grade de général est donc comme une récompense pour l'action de ce commandant d'une unité qui s'est illustrée dans des crimes extrêmement graves depuis 2015. L'autre qui passe pour un parfait inconnu, c'est Emmanuel Ndayiziga, le directeur du département du renseignement intérieur au service national de renseignement. Emmanuel Ndayiziga, que beaucoup connaissent sous le sobriquet de TDI, est un élément extrêmement important de la répression au Burundi. Et c'est un élément clé des décisions, des opérations du service national de renseignement. Les gens ne savent pas qu'à son poste, c'est lui qui commande la plupart des officiers qui sont cités dans des opérations extrêmement graves comme Joseph Mathias Nyonzima alias Kazungu, Alexis Ndayikengurukiye alias Moroka. Il est donc à une position où il centralise toutes les informations qui viennent d'en bas et c'est lui qui autorise les opérations, mais c'est aussi lui qui propose des décisions au chef des services nationaux de renseignement et c'est en même temps lui qui reçoit les ordres d'exécution de toutes ces opérations. C'est un personnage extrêmement discret et calme qui n'est pas très connu du public, mais qui joue un rôle extrêmement important dans les crimes en cours au Burundi depuis sa nomination en 2015.
2015. C'est donc dire que dans certaines nominations faites à la fin de l'année dernière, Pierre Nkurunziza a tenu à récompenser les officiers de la police qui l'ont servi fidèlement et aveuglément au cours du troisième mandat illégal et inconstitutionnel. Page éducation de ce journal. L'Université du Burundi se dote de nouvelles filières cette année académique 2019-2020. Il s'agit de la socio-anthropologie, le journalisme et la communication qui vont s'ajouter à la faculté des lettres et sciences humaines. Cette annonce a été faite ce mercredi par Dr François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi. Il dit également qu'un nouvel institut d'administration et cartographie foncière va bientôt s'ouvrir dans l'Université Buhumuza dans la province de Changuzo. Suivez-le. Nous profitons de cette occasion pour informer le public qu'en plus des filières déjà existantes, 3 nouvelles filières sont ouvertes avec l'année académique 2019-2020. Il s'agit de socio-anthropologie, mais également de journalistes et communication à la faculté des lettres et sciences humaines. Un nouvel institut sera également ouvert au campus Buhumuza de la province Changuzo. Il s'agit de l'Institut d'administration et cartographie foncière, pour lequel l'inscription au rôle et au cours, mais aussi le début des enseignements, seront communiqués ultérieurement. L'Université du Burundi n'a pas construit des homes universitaires au campus Buhumuza. Mais l'ouverture de ce campus est faite en collaboration avec l'administration provinciale qui a contacté une personne privée. Et cette dernière a construit des homes privés qui vont héberger nos étudiants. Bien sûr, à la manière que les étudiants le font ici aussi à Bujumbura. Même les étudiants qui sont ici à Bujumbura ne sont pas logés dans les homes universitaires. Ils sont logés dans les quartiers comme les autres. Et ce sera donc de même dans ce nouveau campus. L'association Crowd1 ne fait qu'escroquer la population. Accusation faite par le ministre de la Sécurité publique lors d'une conférence de presse de ce mercredi. Alain Guillaume Bunyoni accuse cette association de travailler sans être agréée par la Banque de la République du Burundi. Il demande à la population de rester vigilante. Des associations qui ont créé des projets, comme par exemple l'association Grad1 ouvre un projet et après elle a été suspendue. Il y a des moyens de faire fonctionner une association mais qui ne sont pas autorisés par la loi. Cette façon de travailler, de crypto-monnaie ou monnaie virtuelle, je dirais que c'est l'argent en l'air. Cette façon de gagner de l'argent, la Banque de la République du Burundi ne la reconnaît pas parce que ceux qui créent ces associations utilisent la façon des réseaux sociaux. Ils arrivent, ils montrent leur projet. Si je ne me trompe pas, ils font une contribution de 400 000. Puis ils te demandent de chercher 2 ou 3 membres pour qu'ils entrent dans cette association. Puis tu bénéficies une promotion et on va augmenter ton argent. Où est la différence avec l'escroquerie électronique? Si ces gens vous montrent qu'ils ont une autorisation de la Banque de la République, sache que ce sont des faux papiers et ils seront arrêtés. Je demande à la population de rester vigilant. Au sujet des inondations qui ont fait des dégâts humains et matériels, Alain Guillaume Bunyoni explique qu'on a construit des maisons dans les places où étaient des arbres qui absorbaient l'eau de pluie, provoquant ainsi le débordement des caniveaux. Suivons encore une fois Alain Guillaume Bunyoni. Il y a 2 sortes de questions. La première question que je me pose, même avant, la pluie tombait. L'eau de cette pluie ne nous inondait pas comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de versant l'ouest et les montagnes. Avant, quand on regarde ces montagnes, c'était comme une parapluie verte. Et si tu traversais à l'intérieur, tu trouvais des arbres de toutes sortes, comme des fruits, des bananiers, les palmes à l'huile, etc. Ce sont les choses qu'on trouvait à l'intérieur. Ces arbres aidaient à absorber de l'eau de pluie. Mais si vous regardez aujourd'hui, toute cette place est pleine de maisons. Il y a l'insuffisance de courbes de niveau. Les premiers écoulements d'eau passent par cet endroit. La deuxième question que je me pose, ici à la capitale, si vous regardez les toits de toutes ces maisons, tout ça n'existait pas avant. Il n'y avait aucun problème, mais aujourd'hui, toute cette eau de pluie a une pression comme l'eau de la régie des eaux. La technique de traçage des caniveaux qui servent à l'orientation de l'eau a été surpassée. C'est pour cela que vous avez vu qu'on va tracer les caniveaux en haut que l'eau se coule vers le bas.
C'est sur cette page sécuritaire que nous mettons un point final à cette édition en langue française. Merci à l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.